Avec Celpen Money, payez vos factures, CIE et Sodeci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléchargez immédiatement l'appli Celpen Money sur Play Store ou App Store. Ouvrez votre compte bancaire à Celpen Finance SA pour bénéficier d'un crédit cash électronique jusqu'à 60 000 francs CFA pour le paiement de vos factures. En plus, vous avez droit à des services bancaires de qualité et de transfert à 0,9% en Côte d'Ivoire, ainsi que dans tous les pays de la CEDEAO à travers nos partenaires. Téléphone 27 22 41 55 85. Lequel parmi les prétendants à la présidence du PDCI RDA est mieux placé donc pour défendre les intérêts du parti après la mort de Henri Konan Bédié? Quel impact de la prise de Kidal par les forces armées maliennes sur la stabilité de la région sahélienne? Et enfin, quelles sont les options qui s'offrent à Israël en cas d'éradication du Hamas de la bande du Gaza? Mesdames et messieurs, bonjour. Deux consultants sont avec nous pour décrypter ces différents sujets. Laurent Montier, journaliste consultant, bonjour. Bonjour Monsieur Hadji, c'est un plaisir d'être sur votre plateau de ZTV. Et Jean-Richard Nguesson, vous êtes également journaliste et aussi là pour nous aider donc à comprendre ces différents sujets. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Raymond, bonjour Monsieur Laurent et puis bonjour à vos téléspectateurs. D'accord. On va commencer justement donc par éplucher les profils des principaux candidats à la présidence donc du PDC RDA qui va donc se faire lors du prochain congrès du 16 décembre prochain pour désigner entre Maurice Kakouk, donc Gikawe qui est né le secrétaire exécutif, Tidjane Tcha, Makosi Benjo, également Jean-Marc Yassé. Lequel selon vous, ou quelles sont ces personnalités-là qui sont les mieux placées selon vous pour défendre le parti? Déjà, il faut saluer la vitalité au niveau du PDC RDA. Il faut dire que c'est un parti qui a près de 77 ans aujourd'hui. Ils sont nombreux à prophétiser plus ou moins la décadence ou encore la déchéance de ce parti après la mort du président Henri Konan Bédié. Mais force est de constater la solidité de ce parti et cela est bien pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour revenir à votre question, il faut dire que la démocratie au sein du PDCI nous donne, nous, en tant que démocrates, d'être enthousiastes. Lorsqu'on voit les différents profils, on est heureux parce que c'est des personnalités qui ont apporté énormément, non seulement dans l'administration ivoirienne, mais sur le plan politique, qui ont apporté aussi énormément. Lorsqu'on fait référence à Noël Akossi Benjo, c'est un cadre, 72 ans, il a été ingénieur, on sait plus ou moins qu'il a occupé plusieurs fonctions dans l'administration ivoirienne. Et aujourd'hui, je pense qu'il a la légitimité pour prétendre à la direction du PDC RDA. Mais il aura en face de lui, bien entendu, Maurice Gikawe, qui est aussi un fils du parti, qui a gravi tous les échelons. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un aussi qui a milité depuis son bas âge au sein du BSI, qui était l'antichambre en quelque sorte du PDC RDA. Mais face à Gikawe, c'est vrai que Jean-Marc Yassé a ses chances, requinqué par sa victoire aux dernières municipales face à Yasmina Onyen et à M. Taba. Et le profil, pour moi, qui est plus ou moins en avant, c'est Tidjane Tcha. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, selon ses détracteurs, n'est pas véritablement du sérail, parce que, vous l'avez dit dans votre introduction, depuis plus de 20 ans, il est hors de la Côte d'Ivoire. Depuis le coup d'État de 1999. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui, depuis les années 80, a le mérite, il faut le rappeler, d'avoir franchi le seuil des domiciles des différents Ivoiriens. Brillant étudiant dans les années 80, il a fait Polytech à Paris. En 1994, il revient en tant que directeur général du BNET, ensuite ministre du Plan. C'est quelqu'un qui a un excellent parcours à l'international et je pense pour ma part qu'il a des chances pour être, pourquoi pas, le prochain président du PDC RDA. Justement, Laurent Montier, comment est-ce que vous percevez les chances de ce personnage Tidjane Tcha qui, depuis son retour dans l'arène, fait véritablement parler de lui? Bon, moi, je considère qu'il faut voir la question de façon plus large. On est dans une question de génération. Le PDCI, comme tous les autres partis, doivent nécessairement faire une mue pour pouvoir faire rentrer ce parti dans la nouvelle ère qui s'ouvre à nous. On sait qu'il y a les trois grands, ils ne sont plus que deux maintenant, et le PDCI est à un carrefour. Il faut maintenant véritablement rentrer dans cette nouvelle ère qui s'offre au PDCI, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même 77% de jeunes. Il faut que le PDCI arrive à agréger tous ces jeunes-là qui seront de futurs électeurs, parce qu'au-delà du PDCI, le PDCI a vocation à conquérir le pouvoir d'État. Et pour conquérir le pouvoir d'État, il faut pouvoir parler au plus grand nombre. Et donc, il faut choisir une personnalité qui peut être perçue
par les uns et les autres comme capables d'incarner ce renouveau-là. Et moi, je pense que dans tous les noms qui sont cités, Guy Kawe, Thiam, Akosi Benjo, Jean-Marc Yassé même, je pense qu'il faut vraiment faire émerger une personnalité qui soit capable de faire la jonction entre l'ancienne génération qui est en train de partir et surtout la nouvelle génération qui regarde. Donc moi je pense que Thiam a le bon profil aussi bien en interne. C'est vrai qu'il faudra maintenant voir comment ça s'incarne au niveau des différentes bases électorales pour pouvoir avoir une véritable assise nationale. Mais sinon au niveau international, je pense qu'il a déjà mis les bastions nécessaires pour pouvoir prendre les rênes du parti. On a Jean-Marc Yassé qui a un bon profil aussi. Mais pour moi, il faut vraiment quelqu'un qui incarne, qui apporte du renouveau, du dynamisme et de la jeunesse au PDCI. Je pense Vous pensez que Thiam, bon justement, a ce profil pour le faire? Pour ma part, oui. Mais vu de l'extérieur, c'est vrai que Tidiane Thiam a des chances. Mais il faut rappeler qu'il a passé plus de 20 ans hors du pays. Est-ce qu'il maîtrise, pour ne pas employer l'expression, les rouages du parti? Il a toujours dit qu'il suivait la Côte d'Ivoire de loin. Mais n'empêche qu'il est resté 20 ans hors du pays. À l'exception d'un monsieur tel que Maurice Kakou-Gikawe, qui est resté au parti, qui a vécu toutes les péripéties du parti. On sait que dans les années 80, le PDCI a connu, avec la crise économique, des difficultés, le multipartisme ensuite en 1990. En 1994, on se rappelle de cette friction avec le RDR. En 1994, le coup d'État. Et Gikawe fait partie où il était de ceux qui étaient présents à ces différentes étapes du parti. Il a été très proche du président Félix Houphouët-Boigny. Il se targue lui-même d'avoir été le dernier médecin du président Félix Houphouët-Boigny. Il lui aurait fait des confidences, justement, sur son lit de mort. Effectivement, très proche du président Henri Konan Bédié. Il est resté fidèle. Lorsque certains ont viré de l'autre côté, il est resté l'un des fidèles. Et je pense que cela aussi peut favoriser, pourquoi pas, le choix de ce monsieur qui, pour lui, veut garder le PDCI et ne pas brader ce parti au premier venu. Dans le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, marqué donc par une sorte d'adversité assez intense entre le pouvoir et l'opposition, est-ce que le PDCI, qui depuis près de 20 ans cherche ses repères, malgré la présence d'Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui est parti, est-ce que Thiam n'est pas quelque part, comme le supputent certains, cette figure-là qui est capable de redynamiser le parti bon, moi, dans je le pense contexte actuel, même au niveau international également? Thiam a une expérience, on va dire, le PDCI a produit de grands cadres en Côte d'Ivoire et ça continue d'être le cas. Tous ceux qui sont candidats sont capables de diriger le parti en réalité. Mais en fait, là, il est question, en 2023, de savoir, d'ouvrir une nouvelle ère pour le PDCI. Jean-Richard Guesson le disait, maîtriser les rouages du parti, etc. Et moi, je pense que c'est tous ces rouages-là qui font que le PDCI aujourd'hui est un petit peu bridé. Il faut quelqu'un qui arrive avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Et certainement, si Thiam gagne, il va diriger avec tous les autres. Donc, mais il faut pouvoir ouvrir le PDCI. Parce que si c'est juste pour faire une campagne pour diriger le PDCI, ce n'est pas très compliqué. Mais si on se projette plus tard pour dire qu'on va commencer, c'est une première étape, mais que derrière, il faut conquérir le pouvoir d'État, il faut vraiment mettre à la tête du PDCI une personnalité qui sera capable de porter cette nouvelle vision du PDCI. Avant de refermer ce chapitre, est-ce qu'il peut y avoir le candidat du consensus? Quelqu'un, par exemple, qui pourrait donc hériter de la présidence du parti et un autre qui pourrait donc être désigné comme candidat pour 2025 qui approche à grands pas? C'est la question que j'allais poser justement. Est-ce qu'être président du PDCI vaut candidature? Non, pas systématiquement, justement. Voilà. C'est pourquoi je parle de consensus. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus autour d'une personnalité? À ce niveau, Maurice Kakou-Gikawe était assez clair. Lui, ce qu'il recherche, c'est présider le parti et non être le candidat aux prochaines élections en 2025. Alors que Tidiane Thiam, c'est tout le contraire. Il veut à la fois être le président du parti et se positionner pour les élections de 2025. Rapidement, avant de finir, le PDCI gagnerait, pour ma part, en tant qu'observateur, à se choisir non seulement un candidat qui peut en même temps être un président qui peut également être candidat aux prochaines élections de 2025. Lorsqu'on observe un peu le champ politique, on voit un RHDP assez fort. En témoignent les derniers résultats aux différentes élections. Et notre démocratie gagnerait d'avoir un parti tel que le PDC assez fort pour ne pas que le RHDP gouverne en totale liberté. Parce que
la démocratie, c'est aussi une opposition assez forte. J'aimerais justement, avant qu'on ne conclue définitivement, vous poser donc cette question qui taraude l'esprit justement de presque tout le monde, et tout le monde en parle. Est-ce que justement ce fameux Tcham n'a pas des faiblesses? Certes, on cite ses atouts, qui a un très bon profil donc à l'international, qui a un excellent parcours, mais il a également des faiblesses dont certains parlent. Notamment, ça peut être un peu tabou, mais notamment son patronyme qui sonne étranger, sénégalais plus précisément. Est-ce que quelque part, quand on sait un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 20 dernières années, cela ne peut pas jouer en sa défaveur quelque part? À mon avis, il ne faut pas se tromper de combat. Nous sommes face à une nouvelle génération, il y a des jeunes. La Côte d'Ivoire, c'est 77% de jeunes qui ne sont pas forcément dans ces stéréotypes-là. Ils regardent le parcours, ils regardent la personne, ils entendent le discours, ils le voient vivre, ils le voient au quotidien, ils savent qu'il est ivoirien. Et cette nouvelle génération-là, il me semble, en tous les cas celle qu'on rencontre dans la rue, n'est pas dans ce schéma de pensée-là. Maintenant, ça peut s'entendre. Dans un contexte électoral, on sait que c'est un argument que certains peuvent utiliser, mais il faut savoir à qui on s'adresse, qui au final a le dernier mot, qui au final sont les électeurs. C'est à eux qu'il faut parler. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus ouverte encore au monde qu'avant. Et quelqu'un comme Thiam, qui porte ce discours de rassemblement, je ne pense pas que ça soit une faiblesse. Pour moi, ces faiblesses pourraient être gommées s'il arrive à mettre la main sur le parti, à se donner cette stature et pouvoir faire maintenant s'ancrer au niveau national. Mais ça ne me paraît pas être un argument aussi pertinent qu'il me paraît. Un mot là-dessus rapidement. L'une des faiblesses de Tidiane Thiam, je dirais, c'est sa longue absence en Côte d'Ivoire. Et c'était lui reproche d'ailleurs de ne pas totaliser de façon continue 10 années au bureau politique. Je pense que c'est là-dessus que tout va se jouer, non son patronyme. Sa candidature a été validée. Sa candidature a été validée de façon donc définitive par le comité électoral. Donc Tcham est bel et bien candidat lors du congrès du 16 décembre prochain. Propriétaire de maisons à Abidjan et à l'intérieur du pays, faites comme Monsieur Kwame. Souscrivez dès maintenant au prépaiement de loyer de Celped Finance pour recevoir le montant attendu au titre de vos loyers avant la fin du mois. À Celped Finance SA, nous prépayons votre loyer. Propriétaires, venez dès maintenant souscrire car cette offre est limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'agence Celped la plus proche ou contactez-nous au 27 22 41 55 85 ou sur www.celpedfinance.com. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec tous vos proches. On va donc revenir au second sujet donc de cette émission qui concerne donc la prise par les forces armées maliennes du bastion de la rébellion Touareg à Kidal le 14 novembre dernier. D'abord les conditions donc de l'entrée des femmes à Kidal. Laurent Monti, cela s'est fait donc au terme d'une offensive de près de 2 semaines qui a commencé depuis Bamako. Ils sont progressivement remontés jusqu'à Anéfis lors de différentes batailles qui ont été remportées de façon successive avec l'appui, dit-on, des mercenaires russes de Wagner. Est-ce que l'on peut véritablement mettre cette victoire sur le compte de la stratégie des forces armées maliennes ou de leur revitalisation ou notamment de l'appui apporté par les mercenaires russes? Bon, moi, je pense qu'il faut voir cette question-là sur le plan véritable des nouvelles orientations stratégiques du Mali depuis, bien entendu, les différents coups d'État qu'il y a eu et le rapprochement avec Moscou. Il y a eu pas mal de soucis dans la coopération, la collaboration sécuritaire avec la France, parce qu'il y a eu pas mal de discours qui ont été faits, notamment par Assimi Goïta et le Premier ministre également, qui disait que même quand ils voulaient s'acquérir un certain nombre d'équipements militaires, il y avait des blocages et que la coopération avec la Russie leur a permis de s'équiper véritablement. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on arrive à conquérir une ville stratégique comme Kidal, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une véritable préparation qui a été faite. Il y a eu le retrait d'abord de la MINUSMA, il y a eu pas mal de choses qui ont précédé justement cette offensive. Et donc moi, je pense que ça a été savamment préparé, aussi bien au niveau logistique, parce que, vous savez, entre Bamako et Kidal, il y a quand même du chemin, mais aussi au niveau stratégique. Donc, je pense que l'appui de Wagner, moi, je ne sais pas s'il faut les appeler mercenaires, mais en tous les cas, il y a quand même... C'est une armée non légale. Une milice armée... Rien ne nous le prouve. Ils sont à présent au Mali. Effectivement. Les images le démontrent.
Allons-y. Là n'est pas la question. Tout à fait. Mais moi, je pense véritablement que ça a été savamment préparé. Et le fait, il y a eu d'abord le côté diplomatique, où les autorités ont demandé le départ de la MINUSMA. Et ensuite, et pendant ce temps, ils s'équipaient pour pouvoir justement reconquérir Kidal. Parce qu'il faut savoir que pour eux, c'est un principe sacro-saint. L'unité du Mali et reconquérir la totalité du territoire malien. Et Kidal était un élément stratégique dans cette conquête. À qui le mérite de la victoire, justement? Puisque certains estiment que certes les Maliens sont entrés aujourd'hui à Kidal, mais l'appui de Wagner aurait été extrêmement prégnant dans cette offensive. Aux forces maliennes, qu'on le veuille ou pas. Et c'est une victoire qui apporte cette joie aux Maliens, puisqu'on sait que depuis 2012, il y a plusieurs arrivées à Kidal. Et Kidal est un symbole, une ville carrefour. Et on sait plus ou moins les revers que les femmes ont subis, notamment à Kidal. Et aujourd'hui, à travers cette victoire, c'est Assimi Goïta qui se repositionne en sauveur. Et en même temps, cette victoire pose plusieurs questions. Non seulement du rôle des différentes missions des Nations Unies. Cette mission a été présente au Mali pendant plusieurs années. Et à aucun moment, cette mission n'a été un appui pour les FAMA. Bien au contraire, lorsqu'on observe aujourd'hui la libération de Kidal, on se pose beaucoup de questions. Et cette question remet même en question la présence française en Afrique. Avec Wagner, on voit aujourd'hui que les forces maliennes arrivent à récupérer Kidal. Et cette libération repositionne un peu le pouvoir militaire dans la sous-région. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, notre sous-région est tiraillé de toutes sortes par le djihadisme. Et cette victoire est une belle victoire non seulement pour le Mali, mais au-delà du Mali, pour le Burkina Faso et pour le Niger, qui ont des régimes militaires. Pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES, plus récemment. Permettez de rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux missions de l'ONU. C'est vrai qu'on le voit aussi en RDC, la MONUSCO est sur le départ. Donc la plupart de ces missions-là ont montré leur inefficacité parce que ce ne sont pas des missions à vocation offensive. Elles sont là pour un maintien de la paix. Mais on maintient la paix quand elle est là. Or, il n'y avait pas de paix. Comment on peut maintenir la paix quand elle n'est pas là? Donc il fallait, c'est pour ça que je disais qu'il y avait le volet diplomatique où le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ont vraiment plaidé pour le départ de la MINUSMA, et ensuite le volet militaire. Et ça montre aussi la relation, on le voit dans les écoles de stratégie, la relation politique et militaire. Il y a l'aspect diplomatique et l'aspect militaire derrière. À quel moment on lance une offensive? Et l'offensive n'aurait pas pu être lancée tant que la MINUSMA était encore présente. Donc le premier volet, et c'est pour ça que je dis que c'est savamment travaillé. Ah, oui. D'abord le départ de la MINUSMA, ensuite l'offensive militaire. Ça ne pouvait pas être dans l'ordre inverse. Alors à ce niveau, il y a deux questions qui se dégagent clairement. D'abord la première, est-ce pour autant que le conflit séparatiste touareg qui perdure depuis plus de 70 ans, donc depuis les années 1950, est résolu, alors quand on sait que l'armée malienne était à Kidal depuis toutes ces années, mais il y avait toujours des rébellions qui existaient et qui existent toujours malgré la prise de Kidal. Dans le même temps, il y a également les groupes djihadistes qui prolifèrent dans de grandes portions du territoire malien. Est-ce pour autant que le Mali est en train de recouvrer la stabilité de l'ensemble de son territoire? Le Mali est... Je dirais oui et non. Oui, parce que déjà, la victoire de Kidal est un symbole. Et cela remonte forcément le moral des troupes. J'ai parlé tantôt des différents revers de 2012, de 2014, la présence pendant plusieurs années des indépendantistes au Touareg. Et aujourd'hui, lorsqu'on reprend Kidal, qui est une ville symbole, une ville carrefour, non seulement ça remonte le moral des troupes. Et je pense que c'est une étape. C'est une étape pour la libération totale. Et on l'appelle de toute notre vœu parce que l'Afrique de l'Ouest, on sait plus ou moins, est tiraillée de toutes sortes par des bandes djihadistes. Et cela serait bien aussi, pourquoi pas, pour la Côte d'Ivoire. Vous avez la même lecture? Pour répondre, oui, je suis d'accord avec Jean-Richard, mais pour renchérir, comme dirait quelqu'un, le Mali, le terrorisme ne se gagne pas simplement avec les armes. Et les revendications des Touaregs doivent aussi être entendues. Il n'est pas anodin que que les autorités maliennes aient choisi le général Gamou pour gérer Kidal, parce qu'il est Touareg, il connaît très bien la ville, il a vécu là-bas. Et il faut, à mon sens, l'usage de la force armée
participe d'une stratégie diplomatique parce qu'à la fin, il faut bien pouvoir s'asseoir. Il y a des groupes terroristes ou djihadistes qui peuvent être modérés et avec eux, il faut pouvoir discuter. Mais aujourd'hui, le Mali ne peut pas dire parce qu'on a gagné Kidal que le Mali, avec le terrorisme, c'est absolument faux. Le Mali est un pays tellement immense et les terroristes n'ont fait que reculer, ils sont au nord. Donc on suppose que soit il y aura des discussions... Attention, ne pas confondre, là on parle de quoi? Des terroristes, des groupes djihadistes ou des indépendantistes touaregs? Il y a tout un mélange de groupes avec des revendications diverses. Ce n'est pas un conglomérat uni. Hein. Par exemple, ceux qui étaient à Kidal avaient certaines revendications. Il y a des gens il y a des groupes qui sont indépendantistes, effectivement. Il y a des groupes qui sont terroristes. Avec qui les accords d'Alger ont été signés en 2015. Et qui ont été à chaque fois rompus, soit par un camp ou par un autre, parce que le statu quo ne pouvait pas durer. Mais c'est ça la difficulté, en fait, parce que vous discutez avec des gens qui sont des terroristes, et on ne peut pas discuter avec eux parce que ce sont des terroristes, leurs revendications sont tellement diamétralement opposées à celles de ceux qui sont indépendantistes, qui estiment qu'ils ont vocation à vivre là sur ce territoire en raison de liens historiques. Donc ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Les accords d'Alger ont été signés donc avec les groupes indépendantistes et non les groupes terroristes. Exactement. C'est très important de le préciser également. Alors, de façon plus globale, dans la sous-région sahélienne, le Burkina Faso, le Niger à côté, où le phénomène djihadiste donc perdure, tout comme au Mali d'ailleurs, hein, où ça continue donc les attaques contre les positions des forces armées maliennes, est-ce que cette libération de Kidal peut enclencher une dynamique beaucoup plus étendue, justement, dans le sens de la libération ou de l'éradication des mouvements extrémistes dans la sous-région sahélienne? Bien évidemment, puisque la libération de Kidal a été saluée aussi bien à Ouagadougou qu'à Niamey. Et c'est vrai que ces différentes juntes militaires s'appuient notamment sur cette libération pour faire de la communication, mais qu'on le veuille ou pas, cette libération a un baume au cœur non seulement des forces militaires au pouvoir, mais aussi des populations. Et je pense que si les différents pouvoirs restent dans cette dynamique, ça peut être pourquoi pas bien pour le moral des troupes et pour la libération totale des différents pays qui sont confrontés aux terroristes. Moi, je nuance un peu le propos de Jean-Richard Guesson parce qu'il ne faut pas non plus trop grossir le trait. Kidal a été libéré, mais le Mali fait toujours face au terrorisme. Et tant qu'il n'y aura pas une véritable... D'ailleurs, c'est bien qu'on salue la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a été portée par la charte du Liptako Gourma, donc Burkina Faso Mali, qui ont signé Mali et Niger, qui ont signé une alliance à vocation défensive. Mais il faut aller, pour pouvoir vaincre le terrorisme, déjà on le voit, c'est très compliqué, même pour les superpuissances, parce que ce n'est pas le même mode opératoire. Il faut beaucoup plus de coopération, de surveillance. Et si ces trois États-là arrivent à avoir, par exemple, un satellite de surveillance commun, enfin, il y a des choses très techniques qui permettront de pouvoir mieux parce que les frontières sont poreuses. Hein, les groupes terroristes ne se demandent pas s'ils sont au Mali ou au Burkina, ils n'en ont rien à faire de tout ça. Notamment dans la zone des trois frontières. Voilà, c'est la zone des trois frontières. Il faut une vraie coopération sécuritaire qui inclurait le renseignement, mais aussi de vraies opérations de développement local. Absolument. Alors, hors du continent, on va donc aller au Proche-Orient pour aborder notre troisième et dernier sujet. De ce plateau, la situation, enfin le conflit entre l'État d'Israël et le groupe djihadiste, terroriste, selon les appellations des uns et des autres, ça dépend, qu'est le Hamas, donc qui le 7 octobre dernier a lancé donc une attaque massive sur des kibboutz en territoire israélien. Et plus d'un mois après l'éclatement de ce conflit, Israël a pratiquement occupé, sinon cerné, le mouvement dans la partie nord de la bande de Gaza. On parle aujourd'hui donc d'accord sur une trêve de 4 jours signée donc depuis ce vendredi 24 novembre qui doit permettre donc la libération d'un certain nombre d'otages israéliens. Et là-dessus, justement, comment est-ce que vous percevez l'évolution des choses, notamment la signature de cette trêve, Laurent Monti? Bon, il faut déjà souligner que c'est une question tellement épineuse qui est même éruptive quand on parle d'Israël, Hamas et Palestine. D'abord, est-ce que cela peut servir quelque part les intérêts du Hamas pour se réorganiser? Mais moi, déjà, ce que le Hamas a fait, bien entendu, on condamne tout ce qui a été fait aussi bien par le Hamas que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par Israël pour les populations civiles qui, elles, n'ont rien demandé. Mais moi, je vais mettre en avant le fait que le deux poids, deux mesures de ce qu'on appelle la communauté internationale. Aujourd'hui, en fait, l'Europe est
est sclérosée, elle est bloquée à cause de la charge émotionnelle et même historique qu'elle a vis-à-vis de la culpabilité qu'elle éprouve vis-à-vis d'Israël à cause de l'Holocauste. Donc les pays qui ont permis de faire avancer cette question-là sont des pays qui n'ont pas de lien avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Le Qatar aujourd'hui, c'est grâce au Qatar, la diplomatie du Qatar qui peut parler à la fois aux Occidentaux qu'aux Israéliens parce qu'ils ont une politique d'ouverture depuis de longues années. Le Qatar qui est perçu comme le parrain par excellence du Hamas. Qui est perçu comme le parrain du Hamas, mais qui parle en même temps à Israël. Et c'est ça la force du Qatar. Et si le Qatar n'était pas là, ça aurait été compliqué d'avoir cet accord-là. On a des pays comme la Chine aussi, d'ailleurs, que les États-Unis ont appelé à l'aide pour essayer de résoudre cette crise-là. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a l'Occident qui est bloqué, qui s'est rangé résolument derrière Israël de façon, j'ai envie de dire, aveugle. Et donc, ils ne sont plus audibles vis-à-vis des États arabes. Donc, il faut quelqu'un qui soit au milieu, un go-between, et c'est ce que le Qatar, des pays comme le Qatar ou la Chine font. Mais je ne sais pas si la question était maintenant de parler de l'éradication du Hamas, mais c'est vrai qu'on a eu une trêve qui permet de libérer certains otages israéliens en contrepartie des otages palestiniens. Est-ce que vous pensez, Jean-Richard Nguesson, que justement l'Occident s'est fourvoyé dans ce dossier? Oui et non. Pour aborder dans le même sens que Laurent Monti, il y a cette culpabilité de l'Europe qui, dès l'éclatement de la crise le 7 octobre dernier, a décidé de soutenir aveuglement Israël. Et pourtant, on voit aujourd'hui plus ou moins ce qui se passe du côté de Gaza, les différents bombardements qui, qu'on le veuille ou pas, sont condamnables. Mais le gouvernement israélien estime qu'il cible des positions spécifiquement militaires. Non. Selon Jérusalem, l'hôpital Al-Shifa qui abriterait également... On ne peut pas laisser dire sur ce plateau, quand on regarde les enfants qui meurent, quand on voit qu'il y a des hôpitaux qui sont bombardés. Pour moi, aujourd'hui, la question est la réaction internationale, pour ma part. Je ne sais pas si le temps nous permet, mais... Malheureusement, on en est à moins d'une minute de notre entretien. Mais déjà, il faut saluer les différents accords qui ont été trouvés. On espère que ces différents accords vont perdurer pour la paix dans cette région du monde. C'est un traité qui a été signé pour 4 heures ou 4 jours, je ne sais plus. 4 jours, du 24 novembre à... Voilà, on est donc au terme de notre entretien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci également Laurent Monti d'avoir été là. Merci vraiment. Jean-Richard Nguesson, merci également d'avoir apporté votre contribution au décryptage de ces différents sujets. On se dit au revoir et à bientôt.